Bon, vous le savez, dans les histoires d'horreur, il se passe souvent des choses horribles en forêt. Et là, justement, je suis de retour avec une sélection de 3 récits, plutôt flippants, qui se passent dans les bois. Donc, rapprochez-vous, vous êtes sur Contes Féconds et on va découvrir le témoignage de 3 personnes qui ont regretté d'être allées dans une forêt. Alors moi, personnellement, je vous le dis, j'adore me balader en forêt. Parce que, en vrai, une forêt, on est au milieu de la nature, c'est incroyable. Et il y a aussi des belles histoires qui peuvent se passer ici. Et en particulier grâce à Ecosia qui nous accompagne dans la vidéo. En fait, Ecosia, c'est un moteur de recherche gratuit que tout le monde devrait utiliser. Parce que 100% de leurs profits sont dédiés à la lutte contre le réchauffement climatique. Et en vrai, ils font les choses intelligemment. En fait, Ecosia utilise l'argent de ses pubs pour planter des arbres là où il y en a le plus besoin. Et ils travaillent avec des communautés locales dans 35 pays différents. Et du coup, ensemble, ils plantent des variétés d'arbres adaptés pour créer des forêts résistantes. Genre pas qu'une seule espèce, parce que sinon ça c'est pas intéressant. Et ils surveillent aussi régulièrement les plantations pour les protéger sur le long terme. Ils veulent vraiment un truc durable. Bref, actuellement, Ecosia a déjà planté 230 millions d'arbres. C'est quand même pas mal quoi. Ce qui permettra sur le cycle entier de l'arbre de capturer 8 millions de tonnes de CO2 au total. En plus de ça, Ecosia publie chaque mois un rapport pour montrer comment l'argent est dépensé. Et ils produisent leur propre énergie solaire pour alimenter toutes les recherches internet d'Ecosia. Donc ça aussi c'est génial. Bref, les recherches pour cette vidéo ont été faites sur Ecosia justement. Et ça fonctionne aussi bien sur ordinateur que sur téléphone directement. Vous avez juste à télécharger l'appli et à l'utiliser comme n'importe quel moteur de recherche. Et vous aurez même accès au chat d'Ecosia qui fonctionne grâce à l'IA pour vous aider. Bref, Ecosia c'est un super moyen d'aider la nature tous les jours, sans effort, sans dépenser de thunes et en faisant votre quotidien. Donc allez-y en même temps que vous regardez la vidéo et profitez-en pour télécharger l'appli Ecosia. Le lien est dans la description. Bon, maintenant je pense qu'on va voir que les forêts peuvent aussi cacher des événements plus sombres. Parce qu'au programme, nous allons voir une soirée feu de camp entre amis qui devient chaotique. On verra aussi une course-poursuite haletante de plusieurs heures dans les bois et enfin un couple qui va avoir la terreur de sa vie lors d'une nuit en forêt. Alors, ce premier témoignage nous vient de Rigel 1895, qu'on va appeler Rigel par simplicité, c'est le nom d'une étoile, en plus c'est sympa. Mais la suite est moins drôle quoi. Après, il précise pas non plus le pays où il habite. Mais bon, il raconte quand même qu'il a toujours grandi dans un endroit entouré de grandes forêts. Et ça, j'avoue, ça donne envie. Bon, en tout cas, il a passé beaucoup de temps à les explorer et il s'y est toujours très bien senti. Jusqu'au jour où il décide d'aller passer une soirée dans la forêt avec ses potes Mike et Paul. Alors bon, ils ont tous les 3 18 ans et leur plan, il est quand même assez simple. Faire un feu de camp, boire du vin, manger un morceau et rentrer dans une bonne nuit de sommeil. Ça a l'air sympa. Du coup, ils veulent se rendre dans une ancienne clairière au milieu des bois, sachant que cette clairière a été abandonnée après un accident tragique. Bon, après, il faut quand même compter 40 minutes de marche pour y aller. Bon, c'est un peu loin, sauf que l'endroit, il est quand même pratique pour faire du feu. En fait, c'est une sorte de clairière entourée par d'énormes rochers très hauts d'un côté et par une épaisse forêt de l'autre côté. Et du coup, là, les 3 amis arrivent sur place quand le soleil commence à se coucher. On ramasse rapidement autant de bois que possible pour ne plus avoir à en chercher ensuite. Et on allume le feu alors qu'il commence à faire sombre. On est de bonne humeur et on se prépare joyeusement à trinquer. Mais à ce moment-là, on réalise qu'on a commis une terrible erreur. On a oublié le tire-bouchon. Bon, après quelques négociations, Rigel se porte finalement volontaire, mais il pose 2 conditions. Alors premièrement, il emporte la petite hache qu'ils ont amenée en cas de pépin sur son chemin, et deuxièmement, il faut pas de mauvaises blagues à son retour. Bon, Mike et Paul acceptent sans hésiter, évidemment, et donc là, Rigel part en courant dans la forêt pour ne pas perdre de temps, en éclairant devant lui avec une lampe torche. Mais sur le chemin, il entend de gros bruits de craquements de branches. Là, il se rappelle qu'un vieux chasseur l'a mis en garde quelques jours plus tôt. Parce qu'à cette période de l'année, en fait, les sangliers deviennent dangereux, surtout la nuit. Du coup, là, en fait, Rigel se sent quand même un peu anxieux. Mais heureusement, il arrive sain et sauf chez ses parents, et là, il prend un tire-bouchon, et il repart aussitôt. Quelle affaire juste pour ça. Sauf que cette fois, il prend un autre chemin plus long qui traverse les champs, pour éviter une mauvaise rencontre avec un sanglier. Et là, en arrivant enfin à la carrière, Rigel ne trouve personne. Bon, ses amis ont l'air d'avoir disparu, ou de s'être cachés pour lui faire une blague, bref, c'est pas drôle. Là, en fait, il reste juste le feu de camp, qui brûle toujours, et leur sac à dos qui est laissé là. Bah super, on avait dit pas de mauvaises blagues à mon retour. Ces enfoirés se croient drôles. Je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Je suis fatigué, après mon aller-retour, j'ai pas envie d'aller les chercher. Alors je m'assois à côté du feu, face à la forêt. Le seul endroit où ces petits malins auraient pu se cacher. Et je me prépare à enfin goûter le délicieux pinot noir qu'on a apporté. C'est alors que j'entends des craquements de brindilles et de feuilles dans la forêt à une trentaine de mètres de moi. Le bruit est rythmé et c'est sans doute quelqu'un qui marche.
Là, Rigel pointe sa lampe torche en direction des bruits et il repère une personne de grande taille entre les arbres, avec un sweat à capuche sombre. Là, la silhouette s'arrête, elle se tourne vers Rigel, elle le fixe sans bouger, mais impossible de voir son visage. Rigel pense que c'est Paul et commence alors à lui crier dessus, en lui demandant d'arrêter sa blague et de revenir. Mais la silhouette à capuche se retourne et s'enfonce dans les bois jusqu'à disparaître. Et pile à ce moment, le téléphone de Rigel se met à sonner et c'est Mike. Mec, on est chez toi là. On a entendu des bruits de pas. Au début, on a cru que t'essayais de nous faire peur, mais après on a flippé, on a décidé de rentrer. En plus, on avait oublié nos téléphones chez toi, donc on n'a même pas pu t'appeler. Casse-toi de là, on reviendra chercher nos affaires ensemble. Bon, Rigel s'énerve en pensant que c'est encore une blague, mais quand tout à coup, il entend la voix de sa mère au fond dans le téléphone. Et là, il réalise que non, ses amis ne plaisantent pas, ils sont vraiment tous chez lui, tous très très loin d'ici. Et tout à coup, il se rend compte que, bah oui, il est tout seul dans cette forêt, ou peut-être pas exactement seul. Et ça le terrifie. Là, son ami Mike lui dit de se planquer et de les attendre, parce qu'ils vont venir le chercher. Là, Rigel raccroche pour ne pas faire plus de bruit, et il éteint alors sa lampe torche et il s'éloigne de la lumière du feu. Il va se caler alors contre d'immenses rochers de la carrière, comme ça, il y a aucun danger qui ne viendra de son dos. Et il attend alors là, dans le noir complet, en silence, et en serrant la petite hache dans ses mains. Sauf que son cœur à toute vitesse, il n'arrive pas à se calmer. Puis finalement, après une éternité, il aperçoit 2 lumières au loin et il entend ses amis. Je n'ai jamais été aussi soulagé de ma vie. Je peux enfin sortir de ma cachette et aller retrouver mes amis. Pendant un bon moment après ça, on est resté planté là, à rire de soulagement. On commence même à être un peu prétentieux et à envisager de rester pour continuer la soirée. Après tout, je n'ai vu qu'un seul mec chelou qui rôdait entre les arbres. Et on est 3. Là, finalement, le bon sens prend le dessus et ses 3 amis se décident à partir. Ils rangent alors leurs affaires, ils éteignent le feu et ils sortent de la forêt. Bon, Rigel et ses amis sont rentrés sains et saufs. Ils ont fini leur soirée dans un endroit un petit peu plus rassurant, un peu mieux éclairé. Et d'ailleurs, ils ont jamais recroisé cette silhouette avec la capuche. D'ailleurs, ils sauront peut-être jamais quelles étaient ses intentions. Écoutez, je ne sais pas quel était ce type, qu'est-ce qu'il voulait. Est-ce qu'il voulait juste leur faire une blague? Est-ce que c'était un gars qui rôdait là? Est-ce qu'il habitait dans la forêt? Je sais pas. Si vous avez des hypothèses, dites-moi en commentaire. En attendant, pour notre prochaine histoire, préparez-vous puisque ça va être un danger un peu plus concret. Alors, cette deuxième histoire nous vient d'une certaine Blonde Vénus 91, qu'on va appeler Vénus. Et son histoire, elle se déroule en juillet 2015, alors qu'elle est âgée de 23 ans. Et d'ailleurs, c'est la seule fois de sa vie où elle a ressenti une véritable peur primitive. Parce que là, elle vit depuis toujours dans un petit village d'à peine 4000 habitants, en Angleterre. Et autour, il y a des champs, des fermes, et surtout, une grande forêt. Donc bon, Vénus, elle s'est beaucoup promenée et elle connaît tous les sentiers par cœur. Et d'ailleurs, faut le dire, il lui est jamais vraiment arrivé aucun incident. Elle s'est toujours sentie en sécurité dans cette forêt. C'est un peu sa maison. Enfin, jusqu'à cette nuit-là. Bon, Vénus, je vous l'ai dit, elle a 23 ans et là, elle vit encore chez ses parents. Et du coup, en fait, elle a pour habitude d'aller se promener dehors tous les soirs. Et cette nuit-là, elle part un peu plus tard que d'habitude, vers 19h. Mais voilà, c'est l'été, il fait encore jour et Vénus ne remarque pas que la nuit approche. Le bois le plus proche de chez moi est à moins de 5 minutes. L'endroit est très prisé par les promeneurs de chiens, donc il n'est pas rare de croiser des gens. Et comme on est dans un village, tout le monde se dit bonjour. En approchant, j'aperçois un homme qui sort de la forêt. Pas de chien, veste verte, très grand. Il a bien 10 ans de plus que moi. Je ne l'ai jamais vu par ici. Au moment de le croiser, je lève les yeux pour lui dire bonjour, sauf qu'il me regardait déjà. Ses yeux noirs sont rivés sur les miens et il ne sourit pas. Son visage est fermé. Bon, Vénus sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Et du coup là, elle préfère baisser les yeux et accélérer le pas. Et au moment d'entrer dans la forêt, elle jette un regard rapide derrière elle. Et là, ouf, le type bizarre, il a continué à s'éloigner. Donc tout va bien. Bon, Vénus est soulagée, elle se dit juste qu'elle était parano. Elle commence à s'enfoncer dans la forêt. Bon, après 30 minutes de marche, il ne reste presque plus de lumière du soleil. Mais quand soudain, Vénus est prise d'une peur terrible et on va dire paralysante. En fait, c'est comme un courant électrique dans chaque couche de son corps. Et c'est assez bizarre parce qu'elle n'a jamais vraiment rien ressenti de tel, ni avant, ni après. Là, elle se retourne et elle voit que l'homme avec la veste verte est là, un peu plus loin sur le chemin. Bordel, il a fait demi-tour. Pourtant, j'avais regardé plusieurs fois derrière moi en marchant et je l'avais pas vu. Donc il a dû marcher très vite pour me rattraper. À cet endroit, la vue est assez dégagée. L'homme est encore à plusieurs centaines de mètres de moi. Mais ça peut aller vite, il a l'air en très bonne forme physique. On est face à face, il sait que je l'ai vu. Alors, après quelques secondes d'hésitation, je me suis mise à courir.
Là, Vénus sprint de toutes ses forces pendant plusieurs minutes sans oser regarder derrière. Puis tout à coup, elle tourne à gauche pour s'enfoncer dans la forêt en dehors du sentier. Et là, elle espère déstabiliser l'homme et le semer si jamais il la suit vraiment. Sauf que le problème, c'est qu'il fait nuit maintenant et que elle ne voit absolument rien. Les arbres freinent sa course en plus, les branches s'accrochent à ses vêtements, il la fouette, il écorche ses jambes jusqu'au sang. Bref, il y a rien qui va. Mais bon, malgré tout, elle continue à courir encore et encore. Ses poumons n'en peuvent plus, son cœur bat si vite. En fait, elle a l'impression qu'il va exploser. Et après de longues minutes, Vénus n'en peut plus. Alors là, elle se jette par terre pour se cacher derrière un gros tronc d'arbre. Et puis, quelques secondes s'écoulent dans un silence total. Et tout à coup, elle entend des pas lourds qui font craquer les brindilles à seulement quelques mètres d'elle. J'ai mon téléphone, mais je sais que j'ai peu de chance d'avoir du réseau ici. Et de toute façon, il m'entendrait parler ou il verrait la lumière de l'écran. Je n'ai pas honte de l'avouer, à ce moment-là, je me mets à pleurer. Les larmes coulent silencieusement sur mes joues. Et là, soudain, Vénus entend une voix grave. « C'est quoi ce bordel? Où es-tu? Je sais que t'es là. Je t'ai vu. » Là, Vénus doit se couvrir la bouche des deux mains pour retenir un cri de terreur. Et elle l'entend toujours avancer lentement. Là, elle trouve alors le courage de jeter un coup d'œil derrière le tronc. Et elle voit alors l'homme qui est dos à elle à moins de 6 mètres. Elle le voit en train de fouiller derrière les arbres. Là, Vénus attrape alors une pierre assez lourde et avec le peu d'énergie qui lui reste, elle la lance de toutes ses forces dans une direction opposée. Un peu comme dans les jeux vidéo finalement pour dévier l'attention. Là, la pierre s'écrase contre des branches et elle fait un bruit infernal. L'homme tombe dans le panneau et il se précipite immédiatement dans la direction, en rigolant. Vraiment, oui, en rigolant. Là, à ce moment-là, Vénus se remet à courir en essayant de prendre le plus d'avance possible. Sauf que le problème, c'est que là, elle sait qu'en faisant ça, elle s'éloigne de chez elle et même de la civilisation. Mais tout à coup, elle se souvient quand même qu'il y a un petit ruisseau vraiment pas loin d'ici. Et en fait, si elle parvient à y retourner, elle pourra peut-être s'orienter et partir dans la bonne direction. Alors, je cours, et après un moment, la forêt devient de moins en moins dense. J'aperçois enfin un champ au loin. Je cours dans cette direction, je sors de la forêt, quand tout à coup, le sol disparaît sous mes pieds. Je dévale alors une pente raide, la tête la première. Je roule et je m'écrase dans le ruisseau en contrebas, les poumons remplis d'eau boueuse. Je tousse, je crache, à la fois soulagée d'avoir enfin trouvé le ruisseau et terrifiée que l'homme m'entende. Et là, dans sa chute, son téléphone se casse et du coup, il est fichu. Vénus se met alors à descendre lentement le ruisseau, aussi silencieusement que possible. Elle va écouter alors le moindre bruit, elle va lever les yeux de temps en temps au cas où. Et après environ une demi-heure, elle arrive au bout de la forêt. Et là, elle le sait, si elle se mettait à courir, elle pourrait peut-être arriver chez ses parents en moins de 20 minutes. Sauf que c'est trop risqué. Alors, elle va se mettre à ramper sur le ventre et à rester allongée plusieurs minutes à scruter les alentours. Sauf qu'il y a rien. Il y a pas de mouvement, il y a pas de bruit à part le ruisseau. Et du coup, alors d'un coup, elle se relève et elle se met à sprinter. Et à ce moment-là, elle commence à se sentir soulagée. Mais lorsqu'un cri perçant retentit dans la nuit. Je jure que mes jambes ont failli me lâcher à ce moment-là. L'homme m'attendait, caché dans un buisson. Je le vois sortir du bois à toute vitesse. Je hurle et je cours encore plus vite, le visage baigné de larmes. Je traverse le champ principal, ma maison n'est plus qu'à 5 minutes maintenant. Mais l'homme est plus rapide que moi et il se rapproche. Il hurle en continu qu'il va me trancher la gorge. Je cours, je rejoins une route et il est toujours derrière moi. Là, Vénus arrive enfin chez ses parents. Là, elle rentre chez elle, elle pleure, elle hurle, elle est dévastée. Là, elle voit que ses parents sont encore debout et ils venaient d'appeler la police, puisque je le précise, mais alors qu'elle devait rentrer vers 20h, il est à ce moment-là près de 1h du matin. Et en plus, elle ne répondait plus à leurs appels, donc ils étaient terrifiés. Finalement, la police arrive peu après et Vénus explique tout. Et tout le monde, en apprenant ça, est horrifié, quoi. En plus, Vénus est couverte de coupures, de bleu, de boue, de sang, de la tête aux pieds. Ça devait être catastrophique pour les parents. Bon, en tout cas, suite à ça, l'homme n'a jamais été retrouvé. Et d'ailleurs, le plus flippant, c'est que la police n'a aucun suspect, aucune piste, vraiment rien du tout. Donc, l'homme est toujours en liberté quelque part. Mais bon, heureusement, Vénus ne l'a jamais revu, même s'il connaît manifestement son adresse. Et depuis, elle n'a pas arrêté de se balader en forêt, heureusement quand même, mais elle se promène toujours avec un chien et un taser. C'est plus prudent. Donc je sais pas si vous avez déjà croisé quelqu'un qui avait pas l'air net du coup dans les bois, mais en tout cas pour notre troisième et dernière histoire, on va monter d'un cran dans l'horreur et pour une peur qui va durer toute la nuit. Alors ce troisième témoignage Reddit nous provient d'un auteur qui s'appelle Windy City 13 et on va l'appeler William, ce sera un peu plus fluide je pense. William est en couple mais il donne pas le nom de sa copine. Alors du coup on va l'appeler Lana. Là ils vivent à Chicago, au nord des États-Unis et ils vont souvent randonner dans l'état du Wisconsin, c'est juste à côté. Et justement en 2010 ils partent tous les deux camper dans la forêt nationale de Chequamegon. Bon en tout cas c'est la première fois qu'ils y vont et également je pense la dernière. Alors William et Lana choisissent un sentier assez isolé et assez peu fréquenté. Et d'ailleurs le parking de départ
départ est entièrement vide. Là, ils gardent leur voiture, ils vérifient qu'elle est bien verrouillée et c'est parti. Là, ils partent pour leur première journée de marche avec leur sac à dos et voilà. Et ils vont alors camper plusieurs jours dans cette forêt. Et dès le départ, ils sont émerveillés par la beauté des paysages. Mais très vite, ils croisent deux gars debout près d'un pick-up garé au bord du chemin. Là, le pick-up, il est rouillé, il est cabossé et les deux hommes, ils ont pas l'air très accueillants. Je leur fais signe de la main pour les saluer. Mais les deux types se contentent de me regarder sans me saluer en retour. En m'éloignant, je me retourne plusieurs fois. Ils continuent à nous observer longtemps, jusqu'à ce qu'on ne les voit plus. Bon, on en rigole un peu avec ma copine, et au final, ça ne nous dérange pas plus que ça. À part eux, on ne croise personne d'autre pendant toute la journée. Une occasion idéale pour profiter un peu de solitude, d'air frais et de détente. Bon, après 8 bonnes heures de marche, c'est long, le couple trouve un emplacement pour camper. Là, il y a un petit abri en bois pour mettre les sacs à dos et un espace pour faire du feu. Là, William et Lana choisissent alors de mettre leur tente un peu à l'écart et ils l'installent à 30 mètres de là dans une petite clairière un peu cachée. Bon, là, après manger, ils éteignent le feu, ils rangent leurs affaires dans le petit abri et ils partent se coucher. Bon, faut le dire, mais Lana, elle est souvent anxieuse lorsqu'elle dort loin de chez elle. Mais cette nuit-là, elle se sent encore plus inquiète que d'habitude. Et justement, au milieu de la nuit, ils sont réveillés en sursaut par un bruit glaçant. Là, William et Lana écoutent en silence. Et ils entendent alors un deuxième bruit sourd. En fait, on dirait un peu deux bûches qu'on fracasse l'une contre l'autre. On reste dans la tente sans bouger et à écouter dans l'obscurité. Le même bruit recommence et se répète plein de fois. Notre tente n'a pas de fenêtre, donc on peut seulement essayer d'imaginer ce qui se passe. Au début, je me dis que c'est un animal qui essaye de manger la nourriture dans nos sacs. Mais le bruit est trop régulier. On est terrifiés. Normalement, j'aurais dû emporter un spray anti-ours. Mais cette fois, je l'ai laissé à la maison pour gagner du poids dans nos sacs. Lana avait insisté pour qu'on l'emporte, mais je ne l'avais pas écouté. Finalement, après une éternité, les coups s'arrêtent. Et il ne reste alors plus que le bruit des insectes de la nuit. Bon, William et Lana ne bougent toujours pas, en fait de peur de révéler leur position. Et là, tout à coup, ils entendent des bruits de feuilles, de branches qui se cassent et puis des voix. Et là, ils entendent donc des gens qui parlent un peu plus loin en chuchotant. Mais William ne parvient pas à comprendre la conversation. Là, les voix du coup continuent pendant un moment avant de s'arrêter pour de bon. En fait, soit ces gens n'ont pas remarqué leur tente, soit ils ont décidé de ne rien faire. Bon, dans le doute, William et Lana restent éveillés dans leur tente jusqu'à la fin de la nuit. Ils passent alors plusieurs heures comme ça sur leur garde à écouter. Bon, aux premières heures du jour, William se décide à sortir le plus discrètement possible. Il regarde alors autour de lui pour voir s'il y a quelqu'un, sauf que rien, il y a que de la forêt. Là, il commence alors à ranger en vitesse la tente et le matériel de camping. Sachant que de son côté, Lana, elle se dirige vers le petit abri. Et là, en arrivant, elle pousse un cri d'horreur. Les murs de la petite cabane en bois ont été fraîchement taillés. Ils ont reçu comme plein de coups de hache et de couteau. Et sur l'un des murs, à l'intérieur, le mot « kill » a été gravé. Tuer. Je regarde le sol et je vois plein de copeaux de bois. Pas de doute. Quelqu'un est venu ici cette nuit pour nous laisser une menace. On récupère nos affaires et on déguerpit à toute vitesse. On fait le chemin du retour quasiment en courant avec nos sacs à dos, sans même se parler. Je jette sans cesse des coups d'œil derrière et je scrute les bois pour voir si quelqu'un nous suit. Là, William et Lana atteignent leur bagnole en un temps record. Mais il y a quelque chose qui cloche. En fait, leur essuie-glace est pointé vers le haut et quelque chose est accroché dessus. Là, bon, je me permets quand même de prévenir les âmes sensibles. La suite, ça peut choquer quand même parce qu'en se rapprochant de la voiture, William voit du sang sur son pare-brise et il voit que c'est la carcasse d'un écureuil qui a été empalé sur l'essuie-glace. Là, il y a des poils et il y a du sang collé autour sur la bagnole. Bon, ni une ni deux, William et Lana se jettent dans la voiture et ils démarrent sans même prendre le temps de nettoyer. Ils vont alors rouler à toute vitesse sur le chemin de gravier en vérifiant quand même constamment les rétroviseurs. Et là, une fois assez loin, William a finalement retiré la carcasse de l'écureuil avec du papier journal et il a essayé d'enlever le sang autant que possible, puis il a fait un plein d'essence et il ne s'est plus arrêté jusqu'à chez eux. Bon, en tout cas, il ne savait pas qui étaient ces gens, ceux qui avaient fait ça, ni même ce qu'ils voulaient et quelles étaient leurs intentions. Eh bien, en tout cas, voilà pour nos 3 histoires du jour. Ou de cette nuit, plutôt. Je pense que vous le regardez la nuit. Si vous avez déjà vécu des expériences un petit peu flippantes en forêt, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Et en attendant, si la forêt, ça vous gagne et que vous aimez, en fait, les actions écologiques, vous pouvez télécharger Ecosia pour protéger la nature tous les jours et planter des arbres sans faire d'efforts, juste en naviguant sur Internet. Le lien est dans la description. Et d'ailleurs, j'y pense, mais si vous aimez les forêts et les arbres, sachez que du coup, dans mon roman Noisuli, qui n'est pas encore disponible, je le précise, eh bien, du coup, il y a un arbre gigantesque qui s'appelle le Morphodala et qui est l'arbre des rêveurs et qui protège en fait l'université du rêve en dessous. Et les étudiants qui ont la chance de pouvoir aller là-bas, c'est ceux qui sont choisis, ceux qui sont suffisamment capables de se souvenir de leurs rêves et qui ont envie de les maîtriser. Bref, c'est toute une histoire, on pourra en reparler prochainement. Sur ce, je vous souhaite une belle nuit et je vous dis à la prochaine.